On va passer à la première session après cette ouverture. Alors après les orages et les tornades, on va parler du feu, de la glace, deux extrêmes qui ont un impact énorme sur nos vies, qui évoluent à grande vitesse en raison du réchauffement climatique. Alors d'un côté, on a des incendies qui se multiplient sur une partie du monde. D'un autre côté, nous avons des glaces qui fondent dans les régions polaires. Comment ces deux phénomènes évoluent avec le réchauffement climatique? Comment les scientifiques étudient cette évolution et quelles sont leurs conséquences concrètes sur nous, sur la France? Eh bien, je vous demande d'accueillir trois experts. Delphine Leroux, je vous invite à monter sur scène. Sylvain Lemoal et Hugo Nani. Prenez un micro en passant et installez-vous. On a deux micros pour vous, mais vous allez pouvoir vous les passer. Alors, Delphine Leroux, vous êtes responsable des programmes hydrologie, cryosphère continentale, cycle de l'eau au CNES. Merci d'être là. Sylvain Lemoal, vous êtes directeur adjoint du Centre de météorologie spatiale à Météo France. Et Hugo Nani, vous êtes chercheur en glaciologie à l'Université d'Oslo. Merci d'être venu. Alors, je vais vous demander à tous de présenter votre rôle, votre travail et ce que vous faites au quotidien pour que ce soit clair pour tout le monde. Alors, je vais commencer. Bonjour à tous. Donc, Delphine Leroux, je suis responsable des programmes hydrologie au CNES, qui est l'agence spatiale française. Donc, en deux mots, mon quotidien, c'est de proposer des stratégies pour la France en termes de spatial sur mathématiques, donc l'hydrologie. Et afin de proposer la stratégie la plus avisée, je dois être en contact le plus permanent avec les chercheurs pour mieux comprendre leurs besoins, voir les questions scientifiques qui restent encore sans réponse et comment les satellites peuvent apporter de l'information et des observations utiles. Donc pour ça, il y a des relations avec la recherche, mais aussi avec les industriels français pour construire les instruments qui soient vraiment à la pointe et qui puissent répondre exactement aux besoins. Et également avec d'autres agences spatiales comme la NASA, EUMETSAT ou des utilisateurs finaux comme l'UNESCO par exemple, afin de répondre à des problématiques peut-être un petit peu plus loin que chez nous. Sylvain ? Oui, bonjour à tous. Donc, Sylvain Lemoal, moi je suis directeur adjoint donc, du Centre de météorologie spatiale de Météo France, qui se situe depuis 60 ans et un peu plus dans les Côtes d'Armor à Lannion. Donc notre travail avec mes collègues, c'est de fournir principalement de la donnée satellitaire pour nos collègues de Météo France. Donc une première voie, ce sont des images qui sont principalement destinées aux prévisionnistes. Et puis de la donnée, parce que les satellites maintenant font énormément de mesures, donc beaucoup de données qui permettent d'alimenter les modèles de prévision numérique. Pour vous donner un ordre d'idée, plus de 90%, voire même presque 95% des données qui sont assimilées dans les modèles numériques de prévision sont d'origine satellitaire, donc on pourrait vraiment plus s'en passer. Et puis bien sûr, on délivre aussi des images, des données pour l'extérieur de Météo France et par exemple les images qu'on peut voir derrière Karine quand elle fait son bulletin météo. Hugo ? Bonjour à toutes et à tous. Alors je m'appelle Hugo Nani, je suis chercheur en glaciologie, ça veut dire que j'étudie les glaciers. Et en particulier, je travaille sur la réponse des glaciers à l'augmentation de la fonte de surface et les réponses potentiellement instables. Alors aujourd'hui, je travaille principalement en Arctique, mais j'ai fait ma thèse à Grenoble et je suis de retour en France, en fait, toujours en étant affilié à l'Université de Norvège, mais aujourd'hui, je travaille en France. Alors Hugo, en 2025, c'est l'année internationale de la fonte des glaciers. Pourquoi est-ce que les Nations Unies ont choisi ce thème en particulier cette année ? Alors oui, en effet, c'est l'année internationale de la préservation des glaciers. Les glaciers fondent, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette année ? C'est d'abord parce que les glaciers, ça affecte près de 2 milliards de personnes à travers la planète en termes de ressources en eau, mais aussi en termes de risques. Donc c'est important aussi de mettre ces glaciers au centre de la table et au centre des discussions. Les glaciers, c'est aussi un révélateur finalement du changement climatique, un révélateur de ce qui est parfois difficilement tangible, comme l'augmentation des gaz à effet de serre. On voit directement ce qui se passe sur les glaciers. Et les glaciers, c'est aussi une manière de comprendre en fait l'impact global du changement climatique. Moi, je travaille en Arctique, mais finalement, ce qui se passe en Arctique, ce qui se passe dans les zones polaires, ça vient directement affecter l'ensemble de la planète. Et en particulier, celles et ceux qui ont le moins de responsabilité dans le changement climatique,
par exemple, dû à l'élévation du niveau des mers sur les côtes africaines. Ils ont des gros problèmes liés à ça, alors qu'ils ont peu de liens avec le changement climatique. Donc, avoir cette année 2025 comme l'année internationale de la préservation des glaciers, c'est vraiment pour mettre en avant en fait, le besoin de recherche là-dessus, mais le besoin d'action politique et d'investissement financier pour répondre à ça. Alors, on va parler un petit peu des outils que vous utilisez. Delphine, avec quels outils le CNES étudie l'évolution des glaciers ? Alors, on a plusieurs technologies qui sont à disposition pour l'étude des glaciers. On a de l'optique, c'est comme un appareil photo qu'on aurait envoyé dans l'espace. Donc, on a des partenariats avec Airbus, avec les satellites sur Pléiades, qui permettent donc de faire de la revisite et de faire des photos, et même de la stéréo, qui nous permet après d'en déduire de la 3D, parce que avoir des photos, ça permet d'avoir l'extension, mais avec de la 3D, on peut même en déduire des volumes. Et en termes pour les glaciers, je pense que le volume, c'est quelque chose d'important. Il y a aussi des technologies radar pour évidemment regarder la profondeur, et aussi de l'infrarouge thermique, puisque la glace, la neige ont des réponses thermiques qui sont très intéressantes à étudier et qui permettent de suivre l'évolution et de pouvoir mieux modéliser et mieux comprendre leur dynamique. Alors Hugo, vous travaillez de manière vraiment très spécifique. Vous écoutez les glaciers, ça veut dire quoi ? Alors c'est vrai que ma particularité, et je pense que c'est complémentaire avec ce que tu viens de dire, moi j'ai une approche qui est plus basée sur le terrain, donc avec les équipes avec lesquelles je collabore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller installer des instruments sur le glacier, au cœur des glaciers, pour directement en fait mesurer leurs réponses, et en particulier ce qui se passe sous la glace, à l'endroit où le glacier est un peu attaché à la roche, et à l'endroit où l'eau de fonte qui est produite en surface va venir faire glisser le glacier. Alors, comme ça se passe à des centaines de mètres de profondeur, il y a différentes approches. Soit on fait des forages, des trous qui sont assez compliqués à faire. Soit ce que je fais de mon côté, c'est que j'installe des instruments qui s'appellent des sismomètres. Finalement, c'est des microphones ultra sensibles dans les très basses fréquences. Et ça va nous permettre d'enregistrer les moindres vibrations, les moindres petits bruits. Et on a tous déjà été à côté d'une rivière. Voilà, ça fait un bruit. Nous, on enregistre les rivières sous glaciaire. On a tous déjà entendu le bruit d'un glaçon qui craque. Et finalement, moi, j'enregistre aussi le bruit du glacier qui craque. Et grâce à ces mesures qu'on fait sur le terrain, qu'on vient ensuite complémenter avec des images satellitaires pour regarder la vitesse, l'épaisseur, on peut vraiment comprendre le processus fin et du coup ensuite mettre ça dans des modèles pour modéliser à plus grande échelle et faire le lien avec les images satellitaires. Et on a un son justement que vous nous avez envoyé où on peut écouter les glaciers. Est-ce qu'on peut écouter le son justement ? Oui. Quelques mots sur ce son, justement, qu'est-ce qu'on entend exactement ? Alors c'est un
c'est un son qui est enregistré à 350 mètres sous la surface d'un glacier arctique, sur lequel je travaille en ce moment, qui est au Svalbard, une île au large de la Norvège. Et en fait, c'est un son qui a été enregistré à des fréquences subsoniques, plutôt autour d'une dizaine de hertz, qu'on a légèrement modifié pour rendre audible. Et l'idée aussi de venir présenter ce son-là, c'est aussi de présenter la donnée scientifique avec laquelle on travaille, c'est-à-dire de ne pas être uniquement dans une démarche de diffusion du savoir en enregistrant le bruit du glacier, mais aussi de travailler avec nos données scientifiques pour porter ce message-là. Donc ce qu'on entend, les deux grands nappes qu'on a entendus, c'est quelque chose de très basse fréquence, qui vont être cette eau, cette résonance qu'il y a dans le glacier, et ensuite tous ces petits craquements. Et en fait, quand on ferme les yeux, on arrive à comprendre finalement qu'après, nous, en tant que scientifiques, on n'a plus qu'à mettre des équations physiques, et ça nous permet de comprendre comment est-ce que le glacier répond à la fonte de surface, de manière très simplifiée. Merci pour ce son original. Sylvain, vous étudiez les feux également. Comment est-ce qu'on évalue les risques de feu chez Météo France? On a une météo des forêts maintenant en plus. Alors on a une météo des forêts depuis le 1er juin 2023, après l'année catastrophique qu'on a pu connaître en 2022, notamment dans le sud de la France et particulièrement dans le sud-ouest de la France. Donc les conditions météorologiques, bien sûr, c'est une variable extrêmement importante pour la sensibilité aux incendies de végétation ou de forêt. Donc parmi les paramètres principaux, on va retrouver la température, bien sûr, le vent, l'humidité de l'air, les précipitations. Et à partir de ces paramètres, en fait, on fabrique ce qu'on appelle un indice de feu météorologique, un IFM, qu'il faut croiser aussi avec des cartes d'occupation des sols et aussi la sécheresse de la végétation. Donc on a un indice intégré qui nous permet d'établir donc cette météo des forêts. Donc je pense que vous la connaissez tous. Ça ressemble à une carte de vigilance météorologique, donc c'est à l'échelle départementale. C'est fabriqué et diffusé de manière quotidienne en période estivale. C'est une carte qui est diffusée à 17h. En fait, c'est plutôt deux cartes, parce qu'il y a une carte pour le lendemain et une carte pour le surlendemain à l'échelle départementale, avec des couleurs qui vont du vert au rouge, vert, jaune, orange, rouge, pour des risques de feu qui vont de faibles, modérés, élevés et très élevés. Et c'est ce qui est distribué notamment au grand public au travers des médias pour que les gens soient sensibilisés au risque de feu. L'objectif, c'est vraiment d'éviter les comportements à risque et de sensibiliser les gens à faire attention pendant ces périodes estivales. Il faut se rappeler que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Que la moitié de ces incendies sont dus à des mauvais comportements, souvent des négligences en fait, et que la plupart des feux débutent en fait à 50 mètres des habitations. Donc c'est vraiment le comportement des gens, là, une prise de conscience qu'on essaye de faire prendre à tout à chacun pour faire attention dans ces périodes estivales. Et finalement ça marche plutôt bien parce qu'on voit qu'on a quand même un nombre de départs de feu qui a tendance à diminuer. Alors justement, c'est bien de sensibiliser les gens, mais avec ces informations, ces cartes, est-ce qu'on n'a pas un petit peu peur de pousser à la dérive aussi, de donner envie à certains de déclencher des feux? C'est un risque, Alors c'est un risque qu'on a pris, enfin qu'on a étudié. Alors c'est pour ça qu'elles sont pas très précises ces cartes. On est vraiment à l'échelle départementale. L'objectif c'est vraiment que tout à chacun et heureusement tout à chacun des papyromanes. Et l'objectif c'est quand on fait son barbecue en été à côté de végétation sèche, c'est de dire attention, ça va peut-être poser problème parce que c'est vraiment de ça dont on parle. Après effectivement pour tous les services. Préfecture, sécurité civile, service d'incendie et secours. On a des cartes beaucoup plus précises, massif par massif, avec des prévisionnistes qui sont dédiés à cette météo des forêts, des outils qui sont aussi dédiés au service d'incendie et secours. Le but, c'est de les aider à gérer au mieux, de manière opérationnelle, les moyens d'incendie et secours, parce que l'objectif, c'est vraiment d'éteindre le feu quand ça démarre. C'est là où on est plus efficace. Vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce qu'on a plus de feux qu'avant ou est-ce que c'est juste une idée reçue? Alors tout dépend à quelle échelle on regarde les choses. Si on regarde le monde entier, vous savez, moi je m'occupe de satellites, donc c'est vrai qu'on a tendance à regarder la planète de manière continue et globale. Les feux extrêmes, ce qu'on appelle les méga-feux,
ils ont plus que doublé ces 20 dernières années. Donc on peut penser aux incendies du Canada, par exemple, avec les fumées qui traversent l'Atlantique. Et quelquefois, on associait le laiteux en France. Là, c'est vraiment les particules provenant des incendies du Canada, les feux de Sibérie, l'Australie, les méga-feux qu'on peut rencontrer en Californie. Donc ces feux extrêmes ont vraiment énormément progressé. Après, en France, c'est un peu différent parce qu'en fait, ce risque de feu, il est très lié à la météorologie. Et donc, il faut des températures élevées, il faut du vent, et puis une certaine sécheresse de la végétation. Donc, il n'y a pas de secret. En fait, on retrouve des années où il y a énormément de feux. On peut citer 76, 89, 2003, qui sont des années sèches et de canicule. Et après, c'est vraiment extrêmement variable en fait en fonction des années et des conditions météo. Est-ce qu'on a une idée de l'évolution des feux dans le futur? On a une petite carte à passer, vous allez pouvoir nous la commenter. Oui, on a. Voilà. Donc ça fait partie de nos études dans le cadre des modèles de climat. Donc c'est une carte de feu. Alors bon, sans rentrer dans les détails, c'est un indice de feu météorologique supérieur à 40. Donc vous avez à gauche en fait la référence qui est la fin du XXe siècle, et puis la carte de droite qui représente cet indice de feu météorologique au milieu du XXIe siècle. Ce dont on s'aperçoit sur cette carte, c'est qu'effectivement ce risque de feu s'étend à la fois spatialement. Les feux ont été cantonnés vraiment dans la région sud au XXe siècle. On s'aperçoit que maintenant la région centre, la Bretagne sera touchée, l'Alsace, et à terme, à la fin du XXIe siècle, toutes les régions de France en fait seront touchées par ce risque de feu. Et ce qu'il y a aussi, c'est une extension temporelle. La saison des feux commence plus tôt, finit plus tard. C'est pareil, dans un horizon à moyen terme, on peut estimer que la saison des feux durera 1 mois à 2 mois de plus chaque été. Reparlons un petit peu des glaciers, Hugo. On a parlé des feux, du fonctionnement des feux. Parlons du fonctionnement des glaciers. Je pense que beaucoup de personnes ne savent pas vraiment comment ça fonctionne un glacier, comment ça se forme. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé en quelques minutes ? Alors, quand on parle de glacier, on parle de ce qui est à la surface de la Terre, parce que sinon on parlerait de banquise, mais peut-être que tu en parleras après, qui est la glace de mer. Donc quand on parle de la glace de terre, en fait, c'est la glace qui est formée par la compaction de la neige. Année après année, la neige s'accumule dans les hautes latitudes ou les hautes altitudes. Elle se compacte sous son propre poids et elle devient de la glace au bout de quelques années. Quand cette glace atteint une certaine épaisseur, en fait, elle commence à fluer, à s'écouler, un peu comme du miel ou du fromage, et elle va se déformer et aller vers des altitudes un peu plus basses. À partir du moment où il fait de plus en plus chaud, en fait, la glace, c'est un processus tout à fait naturel. La glace va commencer à fondre. Et en fait, cette eau qui va se former à la surface, dans ce qu'on appelle la zone d'ablation, là où ça fond, va pouvoir pénétrer dans les crevasses et arriver jusqu'à la base du glacier. Donc, typiquement, l'épaisseur d'un glacier, dans les Alpes, on est entre 100 et 500 mètres d'épaisseur. Donc on n'est pas sur une fine couche de glace. Et cette eau, elle va pouvoir pénétrer dans les profondeurs du glacier et faire en fait ce qu'on appelle le glissement du glacier. Donc, pour résumer, un glacier, c'est un équilibre entre ce qui rentre, l'accumulation, et ce qui sort par la fonte. Et il se déplace de 2 manières, soit par sa déformation, sous son propre poids, soit par le glissement qui est généré par cette fonte et l'eau qui est atteinte en bas. Donc finalement, un glacier, c'est juste un bilan entre ce qui rentre et ce qui sort. Et plus il fait chaud, plus les températures montent en altitude, et du coup, ce qui sort devient beaucoup plus important que ce qui rentre. Et c'est pour ça qu'on parle du retrait des glaciers. Ce n'est pas le glacier qui recule, c'est vraiment l'extension spatiale du glacier qui diminue, comme quand une rivière s'assèche. Alors, on a parlé de l'origine des feux avec Sylvain. Parlons de l'origine de la fonte de la glace. Il y a une question que certains se posent et qu'il faut que je pose pour eux. Est-ce qu'on est certain que les glaces fondent à cause du réchauffement climatique, Hugo ? Alors, oui. Aujourd'hui, dans la communauté scientifique, il n'y a aucun doute. On peut lire le dernier rapport du GIEC qui rassemble des dizaines de milliers d'expertises, d'articles qui sont rassemblés par les experts. La cause première de la fonte des glaciers, c'est le changement climatique qui est lié à l'activité humaine et en particulier à l'émission de gaz à effet de serre. Alors, un petit point très important, les 2 dernières années, par exemple, 2023-2024, pour les glaciers, ça a été les 2 premières années où tous les massifs glaciaires du monde entier ont diminué, quoi.
Donc ça veut dire qu'on a vraiment une tendance maintenant où l'ensemble de la planète, l'ensemble des glaciers sont touchés par ça et on perd des quantités de glace qui sont phénoménales. Pour donner une idée, sur les 25 dernières années, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps par un consortium d'experts qui est un peu ceux qui regardent l'état des glaciers sur l'ensemble de la planète, qui montre qu'on a presque 300 gigatonnes de glace qui sont perdues chaque année. Alors, ce chiffre comme ça ne veut pas dire grand-chose, mais il faut imaginer à peu près 50 cm d'eau sur l'ensemble de la France métropolitaine qui sont perdus chaque année par les glaciers. Et les 2 dernières années, qui ont été très chaudes, ont été aussi les années où on a doublé en fait cette perte des glaciers sur l'ensemble de la planète. Donc oui, la fonte des glaciers, elle est clairement due à l'activité humaine et au réchauffement climatique pour un facteur tout simple, c'est que le point de fusion de la glace, c'est quelque chose qui est une limite physique. Au-dessus de 0 degré, dans la plupart du cas, la glace fond. Donc si on a un réchauffement, la glace se met à fondre de plus en plus. Parlons un petit peu des glaciers français. Quels sont les glaciers qui se portent le moins bien en France, les glaciers à risque? Et est-ce qu'on a des glaciers en France qui se portent pas trop mal? Non. Non. Donc, pour être clair, l'ensemble, encore une fois, l'ensemble des glaciers se portent très mal en France. Alors en particulier les glaciers des Pyrénées qui sont en train de disparaître. Je vais vous donner 2 chiffres. Là, sur les 10 dernières années, le glacier d'Ossou, qui est un glacier emblématique des Pyrénées et qui est surveillé par Pierre René et puis une équipe de recherche qui s'appelle l'association Morène, il a perdu presque 40 mètres d'épaisseur sur les 10 dernières années. Le glacier d'Argentière, qui lui se trouve dans la vallée de Chamonix et qui est aussi un glacier emblématique suivi par l'équipe de Glacioclim à Grenoble qui mesure son épaisseur et sa dynamique tous les ans, il a presque perdu plus de 15 mètres en fait sur ces 10 dernières années. Donc en fait, l'ensemble des glaciers français est vraiment en train de disparaître. Et à l'horizon 2100, si on continue sur une trajectoire qui est celle actuelle d'émissions de gaz à effet de serre, en fait, on va avoir une disparition des glaciers en France. Si par contre on réussit à tenir l'accord de Paris, on peut garder une partie des glaciers français au-dessus de 3000 mètres d'altitude. Alors justement, quelles sont les conséquences et quel est l'intérêt vraiment d'étudier les glaciers? En quoi ça nous concerne, nous, directement, Français? Alors, à cette réponse, il y a 2 intérêts. Il y a un intérêt qui revient à ce que je disais au début. Il y a presque un intérêt symbolique. Étudier les glaciers, c'est étudier le changement climatique et avoir des preuves tangibles qui permettent aussi de montrer qu'est-ce qui se passe et l'ampleur du phénomène. Donc ça, c'est plus un intérêt de recherche, mais aussi un intérêt symbolique. Et ensuite, il y a un intérêt très pratique. Les glaciers, c'est l'eau des glaciers. C'est grâce à ça qu'on a énormément de centrales hydroélectriques dans les Alpes. C'est grâce à ça que le Rhône, par exemple, qui va venir refroidir les centrales nucléaires ou irriguer une grande partie de la plaine du Rhône, peut avoir de l'eau en été. Donc les glaciers, ils sont directement dans notre vie sur la sécurité énergétique, sur l'agriculture, ça quand on parle à relativement grande échelle, mais aussi sur les risques en montagne. Et là, les zones montagneuses, et en particulier les massifs de la Vanoise, des Écrins et du Mont Blanc, on a des risques glaciaires qui menacent la population. Delphine, vous voulez ajouter quelque chose? Je pense que tu as bien couvert la question et effectivement, de regarder les glaciers, c'est vraiment regarder le climat, mais au-delà de ça, c'est vraiment notre ressource en eau pour l'été. On a beaucoup de barrages, donc tu as parlé de la sécurité énergétique, mais il y a aussi donc, ce flot d'eau qu'on essaye de gérer déjà en hiver au printemps pour continuer à avoir de l'eau qui coule dans nos rivières l'été. Et ça, il ne faut pas sous-estimer. On a beaucoup de centrales aussi électriques qui comptent sur cette eau pour se refroidir. Donc ça aussi c'est un point important. Et l'irrigation, évidemment, pour tout ce qui est pompage, on va venir utiliser cette eau pour faire grandir nos cultures et pouvoir en bénéficier toute l'année. C'est une ressource en eau qu'il ne faut pas négliger. C'est vraiment très précieux et il faut en prendre soin. Delphine, je crois que vous travaillez également sur le dérèglement du cycle de l'eau avec ces fortes pluies qui ont un impact direct sur les glaciers. Les fortes pluies dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Exactement, oui. On va parler d'ailleurs du satellite SWOT. Je pense que c'est là où j'avais une petite, vous voulez diffuser la illustration. Ouais. Donc SWOT, c'est vraiment une révolution dans le monde de l'hydrologie. C'est la première fois qu'on va pouvoir avoir accès à la fois à la surface en eau, mais également à sa hauteur dans une mesure en 2 dimensions, puisque jusqu'à maintenant, on utilisait plutôt des radars qui regardaient sous la trace du satellite, qui envoyaient un signal et on mesurait le temps de réponse. Là, on va pouvoir faire la même chose, mais en 2 dimensions, donc avec des images. Et là, je vous ai mis donc une illustration sur une catastrophe qui s'est déroulée au Brésil en avril-mai 2024, où à cause des fortes pluies,
Donc l'image de gauche est en temps normal, on voit donc la rivière s'écouler dans la lagune et à cause de fortes pluies, le barrage a cédé et ce qui a inondé complètement la plaine et a causé des dommages vraiment très très importants avec malheureusement des personnes décédées et beaucoup de sans-abri. Presque 2 millions de personnes ont été impactées dans cette région et on voit bien là dans le petit encart en bas à droite donc le barrage avant-après qui a vraiment pas supporté cette masse d'eau qui est arrivée et qui a donc inondé en haut à droite. On voit bien toute une région. Et donc les satellites vont pouvoir vraiment aider à avoir cette vision spatialisée qui est très complémentaire des mesures terrain évidemment, mais avoir cette vision un peu de haut et pouvoir contribuer au secours pour pouvoir justement dire ici la zone est inondée, la route est praticable et SWOT va pouvoir vraiment apporter beaucoup d'informations sur l'hydrologie mais aussi en cas de catastrophe naturelle comme celle qu'on présente sur la slide. Et donc plus on a de fortes pluies, plus on a de risques également de fonte des glaciers, hein, c'est ça? Pardon, j'ai pas entendu. Plus on a de fortes pluies, plus on a de risques de fonte des glaciers également? Alors je ne saurais pas dire, il faudrait demander aux experts du domaine. Mais tout ça est lié évidemment, le cycle de l'eau étant déréglé. Je pense que la hausse des températures contribue quand même majoritairement à cette fonte de glaciers. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé un observatoire des glaciers, hein, le Pléiade Glacier Observatory, qui regroupe plus d'une centaine de glaciers à travers le monde et qui nous permet en fait assez régulièrement de pouvoir fournir de la donnée satellite et de pouvoir voir l'évolution des glaciers et notamment en fin de période de fonte. Et donc ça a été mis en place lors de l'hiver 2016-2017 et on essaye de faire des acquisitions avec des données payantes mais qu'on met à disposition gratuitement aux chercheurs afin qu'ils puissent continuer leurs recherches sur quelques centaines de glaciers dans le monde. Merci. Et Sylvain, on a parlé des glaciers, mais Météo France surveille aussi une autre catégorie de glace, les glaces de mer, la banquise. Pourquoi est-ce que cette surveillance de la banquise est importante? Pour plusieurs raisons, hein. Oui, alors Météo France est particulièrement au centre de météorologie spatiale de Lannion. En fait, on est responsable d'un consortium avec nos collègues des services météo des Pays-Bas, de Norvège et du Danemark. Ce consortium, il est dédié à l'océan et aux glaces de mer. Et donc, effectivement, pour tout ce qui concerne l'océan, on s'intéresse beaucoup à ce qui est banquise. Donc là, contrairement aux glaciers, on parle d'eau de mer qui gèle. Donc forcément, il y a une pulsation annuelle avec les saisons entre l'Arctique et l'Antarctique. En matière de météorologie, c'est extrêmement important puisque toutes ces surfaces de glace de mer en fait, vont être assimilées dans les modèles de prévision météorologique, celles qui permettent de faire des prévisions météorologiques au quotidien. Et bien sûr aussi toute cette partie cryosphère, donc à la fois banquise et puis glacier, etc. Enfin, l'eau liquide gelée, tout ça va extrêmement être important pour les modèles de climat. Il y a également un autre intérêt à l'étude de ces glaces de mer, c'est tout ce qui joue sur l'économie, mais aussi sur l'armée, le militaire. Oui, il y a beaucoup d'utilisateurs en fait de ces produits de banquise, hein, puisque on s'aperçoit que la banquise, depuis qu'on fait des mesures, notamment par satellite, parce qu'il y a assez peu de mesures in situ, depuis 30 ans, on voit globalement